Ok. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus formel que ce matin. J'ai bien noté que j'avais 1 heure. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire en 1 heure, mais c'est pas très grave. En tout cas, on va faire au mieux. Juste pour vous dire, j'ai une page web qui n'est pas très dure à trouver. Et dans ma page web, il y a un truc de s'appeler enseignement et il y a les notes de cours que je donne sur ce sujet au MPRI, qui est un master de recherche en informatique. Globalement, voilà, ce que je vais vous raconter, vous pourrez le retrouver assez facilement. Et puis, si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un petit mail, donc olivier.ser@cnrs.fr, et normalement, ça marche très bien. Voilà. Ah oui, et j'avais quand même posé une question avant le repas. C'était comment est-ce qu'on faisait pourquoi est-ce que c'était toujours le premier joueur qui gagnait au fameux jeu de la tablette de chocolat? Alors, je vais vous donner la réponse. Je vais pas prendre quelqu'un au hasard dans la salle. Ah ouais. Ben voilà. S'il y a un rectangle comme ça, il faut que je laisse la personne manger ça. Moi, je mange là. Et ça laisse la situation où il y a juste ça, juste ça. Et peu importe ce que fait l'autre, j'ai gagné. Ça marche en carré, ça marche pas en NPM. Là, c'est pour une tablette de n'importe quelle forme, enfin, de n'importe quelle dimension, n fois m. On veut montrer qu'elle existe. Bon, alors si... Ouais. Alors, voilà. Donc effectivement, je raisonne pas. Donc je considère le cas où le premier joueur décide de manger uniquement le petit carreau en bas à droite. D'accord? Donc de deux choses l'une. Soit il existe une stratégie gagnante pour le premier joueur et cette stratégie gagnante consiste à manger le premier carreau en bas à gauche, en bas à droite. Pardon. Donc si ça c'est vrai, ben, c'est bon, c'est fini. Sinon c'est pas vrai. Donc sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger le premier carreau en bas à droite, si on part de cette configuration-là et que c'est au deuxième joueur de jouer, le deuxième joueur a lui-même une stratégie gagnante. Donc dans ce cas-là, je regarde cette stratégie gagnante, donc je l'appelle phi, et cette stratégie gagnante, elle commence par un premier coup. Ce coup, c'est de manger un carré, je ne sais pas lequel, et il se trouve que la configuration dans laquelle j'arrive après ce premier coup, c'est une configuration que j'aurais pu atteindre dès le départ, et donc du coup, la stratégie gagnante de mon premier joueur va consister à commencer ce coup-là et après à imiter la stratégie du second joueur. Alors j'ai un tout petit peu triché. En fait, cette preuve, elle est fausse. Parce qu'il faut quand même justifier qu'il y a au moins un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante. D'accord? Donc soit on utilise l'algo que j'ai utilisé tout à l'heure où je vous ai dit, oui, voilà, on calcule ce truc-là et puis je vous construis une stratégie gagnante. Soit on utilise un théorème un peu plus puissant qui dit que dans des jeux de type accessibilité, il y a toujours une stratégie gagnante. Donc tout à l'heure, j'avais, en discutant ce midi, il y avait la question un peu des liens entre ce genre de choses et des domaines des mathématiques. Et il y a toute une famille de jeux en maths qui s'appellent les jeux de Gale Stewart. Donc le même Gale que celui de ce matin là, où je joue de la façon suivante. J'ai un ensemble grand L qui est un ensemble de mots infinis sur un alphabet grand A, et on joue comment? On joue chacun une lettre chacun notre tour. Donc il y en a un qui joue alpha 1, le deuxième joueur il joue bêta 1, alpha 2, bêta 2,
etc. Donc on joue comme ça à l'infini, et le premier joueur gagne si l'objet que je construis à la limite appartient à L. Donc le joueur 1 gagne, lambda, si et seulement si lambda appartient à N. Les gens qui font la théorie descriptive des ensembles, la question qui les intéresse, c'est de savoir, une des questions qui les intéresse, est de savoir quelles sont les hypothèses suffisantes sur grand L pour que dans ce genre de jeu, il y ait toujours un des deux joueurs qui ait une stratégie gagnante. Ce qu'on appelle, dans ce cas-là, on dit que le jeu il est déterminé. Donc il y a toute une branche de la théorie descriptive des ensembles qui travaille là-dessus, et en particulier, il y a un théorème qui est dû à Martin en 1975, qui dit que si grand L est un borélien, alors il y a un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante. Donc le jeu est déterminé. Borélien. En 2 mots, c'est quoi la théorie descriptive des ensembles? La théorie descriptive des ensembles, c'est comme c'est vous qui avez fait des maths plus que moi, non? Non, mais c'est essentiellement. Moi, je le vois beaucoup là-dessus, mais c'est quoi la théorie descriptive des ensembles? Non, j'ai pas de très bonne définition. Et donc, le théorème de Martin dit que si elle est un borélien, alors il y a une stratégie, il y a un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante. Et donc, comment est-ce qu'on définit les boréliens sur les sous-ensembles de A puissance oméga? On va dire qu'en fait, un langage de la forme K concaténé avec A oméga où K est un sous-ensemble de mots finis, ça va être un ouvert. Donc votre base d'ouvert, c'est les mots où les mots infinis, où on n'a pas, enfin les langages de mots infinis où l'appartenance au langage est uniquement déterminée par le fait qu'on a un préfixe qui apparaît tel quel. Ça, c'est la base des ouverts. Et puis après, évidemment, on fait des unions intersections et on va construire une tribu borélienne. Et donc, les jeux d'accessibilité, d'accord. Alors là, je joue avec des lettres, mais moralement, quand je joue sur des graphes, je suis rien d'autre. Je suis aussi en train de faire une sorte de chemin et un jeu d'accessibilité. Bah, du coup, gagner dans un jeu d'accessibilité, c'est faire n'importe quoi pendant un moment, un jour atteindre un état final, puis après, soit on s'arrête, soit on boucle dans le vide. Mais en tout cas, c'est bien un truc qui a à la tête un préfixe fini, un ensemble de mots finis, qui se termine par un état final, et puis derrière n'importe quoi. Donc quelque part, si j'ai envie d'utiliser un argument hyper massu pour dire que dans le jeu de la tablette de chocolat, oui, il n'y a pas de problème, il y a bien les deux joueurs qui ont une stratégie gagnante, je peux utiliser ce fameux théorème dû à Martin. Je pense que la méthode qu'on a vue ce matin, qui est un peu plus algorithmique, est quand même plus convaincante sur le fait qu'il y a des stratégies gagnantes. Parce que ça, c'est un théorème qui est assez difficile à prouver. Ok, alors, du coup, ce que je vais faire, je vais principalement vous donner des définitions un peu propres de ce que j'appelle un jeu, d'une stratégie, et essayer de faire une ou deux preuves propres sur des classes de jeu. Donc pour moi, un graphe, c'est un ensemble de sommets et d'arêtes, d'accord? Donc V, c'est des sommets. On n'a qu'à considérer qu'il est fini, d'accord? Ça sera plus simple, même si tout ce que je vous raconte essentiellement reste vrai pour des ensembles quelconques de sommets, si tant est qu'ils soient dénombrables, en tout cas, il n'y a pas vraiment de problème. Et grand E, c'est un sous-ensemble de V croix V. D'accord? Donc c'est des arêtes dans mon graphe. Donc ça, c'est un graphe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des jeux à deux joueurs. Et donc pour ça, je vais avoir besoin d'un graphe et d'une partition des sommets du graphe entre sommet du premier joueur et sommet du deuxième joueur. Donc ça, je vais le noter Géronde. Donc c'est un graphe, donc exactement comme ça. Donc c'est ce même graphe.
où j'ai V0 et V1 qui forment une partition de l'ensemble des sommets. D'accord? Donc, si je prends un exemple, je vais avoir ça là. Là, je leur mets des numéros, hein, mais c'est juste pour la lisibilité. Ok. Donc ça, c'est un graphe où j'ai fait une partition de mes sommets entre les sommets carrés qui sont les sommets du deuxième joueur, pardon, et les sommets ronds qui vont être ceux de mon premier joueur. Ok. Donc maintenant, dans ce genre de... Donc ça, c'est mon arène. Hein. Je vais différemment dire arène ou graphe de jeu. Donc je m'excuse. J'ai essayé de tout le temps dire arène. Mais... Donc ça, c'est exactement l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, là, quand j'ai fait ma tablette de chocolat. Hein. Sur ma tablette de chocolat, j'avais mis des numéros pour identifier les configurations, et puis il y avait des carrés ou des ronds, selon que c'était à tel ou tel joueur de jouer. Donc maintenant, une partie dans un jeu, ça se passe comment ? Je vais positionner un jeton à un sommet de départ, par exemple le sommet 1, puis la partie, ça va se passer comment ? On regarde où est le jeton. Donc il est sur un sommet carré, donc c'est au deuxième joueur de choisir qu'est-ce qu'il fait du jeton. Bon, il n'a pas 50 options, hein. Il va le déplacer sur le sommet 2. Le sommet 2, à nouveau, c'est... Ah oui, le sommet 2, c'est un sommet du premier joueur. Donc elle a deux options, soit elle décale, elle va vers 3, soit elle revient vers 1, et puis etc. etc. D'accord ? Alors bon, on peut considérer typiquement voilà, qu'il n'y a pas de cul-de-sac dans le graphe, au moins ça nous évite toutes sortes de problèmes. Mais voilà, ça c'est juste de la cuisine interne. Hein, donc une partie dans le jeu, c'est un élément lambda, donc une suite V0, V1, V2, Vn, telle que, quel que soit i, on n'a que Vi, Vi plus 1, correspond à une arête dans mon graphe. D'accord ? Donc techniquement, c'est un objet qui vit dans V oméga. Hein, donc ce que je note oméga pour un ensemble, c'est l'ensemble des suites infinies d'éléments de l'alphabet grand V. Donc ça, c'est une partie infinie. Parfois, je parlerai de partie partielle. Donc c'est un lambda qui appartient à V étoile et qui vérifie les mêmes propriétés. D'accord ? Donc c'est juste un préfixe d'une partie. Donc là, pour l'instant, j'ai, on va dire, un plateau, d'accord ? Une arène. J'ai une manière de définir la manière dont je vais construire des parties. Maintenant, quand on a un jeu, il y a aussi une sorte de... Dans la règle du jeu, en tout cas, là, je vous ai défini une partie de la règle du jeu, c'est comment est-ce que je fais pour évoluer. Je ne vous ai pas encore dit le truc qui est à la fin, en général, de la règle du jeu, qui est en train de dire qui c'est qui va remporter une partie. D'accord ? Donc, pour avoir un jeu complètement défini, ce que je note G en gothique, c'est une arène, donc comme ici, et une condition de gain, oméga, donc une condition de gain, c'est quoi ? C'est un sous-ensemble de parties gagnantes pour le premier joueur. Donc techniquement, oméga, c'est un sous-ensemble des parties possibles. Alors, exemple. Les jeux les plus basiques, on va dire, c'est les jeux d'accessibilité. T.
c'est des jeux où oméga est de la forme un début de partie quelconque, puis un jour on atteint un état dit final ou gagnant, et puis derrière on s'en fiche de ce qui se passe. D'accord ? Donc ici, F, c'est un sous-ensemble d'états finaux. Donc le jeu de ce matin, la tablette de chocolat, c'est exactement ça. Je vous rappelle, si vous vous rappelez, il y avait le petit état tout en haut là où il n'y a plus que le carré empoisonné et où c'est au deuxième joueur de jouer. Donc il n'a pas d'autre choix que de manger ce carré empoisonné. Ça, c'est l'objectif, d'accord ? C'est le sommet que souhaite atteindre mon premier joueur. Oui. Ben non, parce que le roi empoisonné, ça veut dire que moi, je vais devoir mourir. C'est un état final pour mon adversaire. Donc c'est la version duale, en fait. Alors, je ne l'ai pas dit, mais moi, je me passe toujours globalement, je me passe du point de vue du premier joueur. Et ce premier joueur, c'est de son point de vue que je vais définir les conditions de gain. Donc évidemment, je peux toujours définir. Il y a un jeu dual qui va être joué sur la même arène, mais où cette fois, je vais regarder l'objectif complémentaire. D'accord ? Donc je gagne. Donc quelque part, le fait de gagner pour le deuxième joueur, c'est de ne jamais. C'est le fait que son adversaire ne gagne jamais, c'est-à-dire que la partie qui résulte ne vérifie pas la condition de gain pour ce joueur-là. Oui. Ouais, c'est ça, on va boucler. Ouais. On va se rajouter une petite boucle, effectivement. Ouais. Et donc, typiquement, ici, le complémentaire, ici, c'est ce qui s'appelle une condition de sûreté. C'est de dire qu'on ne voit jamais un état interdit. Donc, là, F, c'est final, et là, c'est forbidden. D'accord ? J'utilise la même lettre, mais donc, quelque part, si je dualise, être capable de ne jamais atteindre un état final, ça veut dire être capable de rester éternellement dans le sous-ensemble des états qui ne sont pas finaux. Il y avait une question ? Non, les suites infinies. Ouais, mais moi j'aime bien qu'elle soit toute infinie, donc au pire je rajoute une boucle. Ouais, j'aurais dû le dire ici, j'aurais dû dire que mon graphe il est sans cul-de-sac. Du coup, il y a toujours un moyen de prolonger la partie. Ouais, non, il n'y a pas de match nul. Ouais, non, pardon, il n'y a pas de match nul. Effectivement, c'est tout ou rien. Oui. Sur le graphe, est-ce qu'on met une condition pour dire que quand on parle d'un carré, on va dans un cercle ? Non, on n'est pas obligé. Ça, en général, ça serait une condition assez purement technique parce que quelque part, si j'avais une situation comme ça, je pourrais toujours rajouter un petit sommet intermédiaire où j'ai qu'une seule possibilité. Donc après, ça va un peu dépendre de ma condition de gain, mais il faut que je change parfois un peu ma condition de gain, mais globalement, on peut toujours forcer l'alternance entre les sommets. Là. Concrètement, ça veut dire que le même joueur peut le faire. Ouais, voilà. Mais c'est pas, effectivement, ça va rien changer. Algorithmiquement, ça va rien changer. En termes de complexité, ça change rien. Effectivement, sur cet exemple, j'ai alterné strictement, mais effectivement, on pourrait enlever ça. Donc ça, c'est les jeux entre guillemets les plus basiques. C'est ceux qu'on a vus ce matin. Alors, il y a les jeux qui s'appellent les jeux de Buchy. D'accord ? Et les jeux de Buchy, c'est voir infiniment souvent un état final.
Donc, à nouveau, j'ai un ensemble grand F d'états finaux. Et donc, ça veut dire quoi, voir infiniment souvent un état final? Ça veut dire que à tout moment, plus tard, je verrai un état final. Donc ça veut dire que pour toute durée i, un peu plus tard dans la partie, je verrai un état final. Si tout à l'heure, quand j'ai parlé de théorème de Martin, quand j'ai dit oui, si c'est des borréliens, les jeux ils sont déterminés, tout ça, je vous ai dit, pour construire cette tribu borrélienne sur V oméga comme ouvert, on prend des langages tout gentils qui sont de la forme K V oméga, où K est un sous-ensemble de V étoile. Donc c'est des mots, c'est des langages qui sont définis en rajoutant n'importe quoi après un ensemble, un préfixe fini. Ce truc-là, ben, c'est rien d'autre qu'une intersection dénombrable d'ouvert. Donc c'est aussi un truc qui va avoir une bonne tête du point de vue topologique. Oui, il y a des liens avec la logique temporelle. Tout à fait. La logique temporelle, c'est un formalisme pour exprimer des propriétés des suites d'éléments. Et effectivement, tout ce qu'on va pouvoir exprimer en logique temporelle, de toute façon, ouais, ce qu'on exprime en logique temporelle, c'est un sous-ensemble des langages qui sont descriptibles par des automates de Buchy. Et, ouais, globalement, ça ressemble un peu à ça, modulo un petit produit cartésien. Parce que là, j'ai pas vraiment un automate, j'ai des conditions pour qu'un calcul soit acceptant, et donc si je voulais quelque part mettre la dynamique de l'automate, il faudrait que je fasse un produit de mon graphe et de l'automate. Mais effectivement, si j'ai envie de vérifier si un système vérifie une formule de la logique temporelle, je vais pouvoir construire un autre système qui est un produit cartésien et me ramener à ce genre de choses. Donc ça, c'est les jeux de Buchy. Et puis, donc, évidemment, il y a un dual, c'est les jeux de Ko-Buchy. Donc je ne vois que finiment souvent un état interdit. Ça, c'est vraiment le point de vue de l'adversaire. L'adversaire, il gagne dans un jeu de Buchy si il arrive à faire en sorte qu'au bout d'un moment, on ne voit plus jamais un état final. Et donc, il y avait les jeux dont j'ai parlé ce matin, les jeux de parité. On les définit comment? On les définit en commençant par avoir une fonction dite de coloriage qui, à tout sommet, va associer une couleur, d'accord, qui est un entier positif. Et donc là, on dira que lambda, et on va définir oméga comme étant l'ensemble des parties lambda, V0, V1, V2, etc., telles que la limite inférieure de la suite ρ de VI est paire. Donc, dit autrement, les parties gagnantes, ce sont celles où la plus petite couleur infiniment souvent visitée est paire. Et donc, les jeux de Buchy, c'est un cas dégénéré de ce truc-là, où on va dire que ρ de V est égal à 0 si V est final, et sinon, on met 1. D'accord? Donc, une partie a comme plus petite couleur infiniment souvent répétée un nombre pair, si et seulement si ce nombre pair est 0, vu qu'il n'y a que 2 couleurs possibles, et si et seulement si, on a donc vu infiniment souvent des états finaux. Ok, donc là maintenant, donc là ça c'est juste des exemples d'objectifs, de conditions de gamme, pardon. Et donc, ce qui est l'objet qui est vraiment important, c'est la notion de stratégie. D'accord ? Vraiment, s'il y a une seule chose à retenir de ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est que dans tout ce monde, l'objet sur lequel on va devoir quantifier et raisonner, ce sont les stratégies. Et donc, une stratégie, c'est quoi ?
Je vais dire une stratégie pour le premier joueur. Alors, le premier joueur, je ne l'ai pas dit, je l'appelle Ève. D'accord? En général, mon premier joueur, je l'appelle Ève et le deuxième, je l'appelle Adam. D'accord? Donc, une stratégie pour le premier joueur, mais la définition est exactement la même pour le deuxième joueur. C'est quoi? C'est une fonction qui regarde ce qui s'est passé pour le moment, d'accord? Et qui, quand on est dans un sommet contrôlé par Ève, donc une partie partielle qui termine par un sommet où c'est à moi de jouer, va me dire quel est le prochain coup que je dois jouer. D'accord? Donc je regarde tout ce qui s'est passé pour le moment, puis ça me dit, ben voilà, tu dois aller dans tel sommet ou tel sommet. En général, on aime bien, on veut qu'elle soit bien définie, d'accord? Donc on ne veut pas qu'il nous donne un coup impossible, etc. Mais ça, c'est des petites conditions qui ne sont pas très compliquées à ajouter. Et on dit que maintenant, une partie lambda est conforme à une stratégie phi, si et seulement si, alors, attendez, lambda, j'aurais peut-être dû la nommer, c'est V0, V1, etc. Si et seulement si, on a VI plus 1 qui est égal à phi de V0 jusqu'à VI, quel que soit I, quel que soit VI, quel que soit I, tel que VI appartienne, soit contrôlé par F. D'accord? Donc, une partie, elle est conforme à une stratégie. Si à chaque fois que c'est à moi de jouer, j'ai regardé la valeur de ma stratégie pour choisir mon coup suivant. Et donc, maintenant, je dis que phi est gagnante. Donc, pour qui? Pour la joueuse qui respecte cette partie. Si et seulement si, toute partie lambda conforme à phi est telle que lambda appartienne à oméga. D'accord? Donc on dit qu'une stratégie elle est gagnante si dès lors que je vais la suivre strictement, à la fin, je vais produire une partie infinie gagnante. Donc maintenant, on s'intéresse à quoi? Étant donné une position de départ, on va se poser la question de savoir s'il existe une stratégie gagnante. Donc la vraie question algorithmique, c'est celle-là. C'est si la partie débute en V0, Ève a-t-elle une stratégie gagnante? Donc ça, c'est vraiment la question algorithmique, d'accord? C'est que on me donne un jeu, c'est-à-dire un graphe. Imaginons, voilà, je joue un jeu d'accessibilité, c'est-à-dire on m'a donné un graphe et un ensemble de sommets finaux. On me dit où est-ce qu'on commence, une tablette pleine, par exemple, et est-ce que j'ai ou non une stratégie gagnante? La question bonus, c'est est-ce que je suis capable de calculer cette stratégie? On a vu que ce n'était pas forcément pareil. Tout à l'heure, sur la tablette de chocolat, je vous ai dit, ok, j'ai un argument pour vous prouver qu'il y a tout le temps une stratégie gagnante pour le joueur qui débute, mais par contre, je ne suis pas capable de vous construire cette stratégie. Algorithmiquement, on va quand même vouloir la construire. Oui. C'est pareil. Ouais, c'est pareil parce que, justement, ces jeux-là, si je les regarde topologiquement, la condition de gain, elle est simple, au sens où c'est une intersection dénombrable de borélien et d'ouvert, donc... Ouais. Mais le but, c'est quand même de prouver qu'on sait le faire. Mais ouais. Il y a des arguments constructifs. Ouais, il y a des arguments constructifs de construire la stratégie. Ouais. Donc là, le but, c'est d'une part on va dire, le but, ça va être de faire proprement le cas des jeux d'accessibilité, donc celui qu'on a vu ce matin, et puis derrière de voir comment est-ce qu'on ferait pour les jeux de Buchy. Je pense que parité, je vais jamais avoir le temps, mais au moins ça fera une raison d'aller regarder sur mes notes si vous voulez savoir. Alors, donc là, on va prendre quoi? On va prendre le cas d'un jeu d'accessibilité, d'accord? Donc j'ai un graphe et puis je veux atteindre un sous-ensemble de sommets qui sont des sommets finaux. Et donc ce matin, on avait deux cas de figure.
Donc, je vais marquer en jaune les sommets dont on sait qu'ils sont gagnants. D'accord? Et je vais utiliser des diamants pour dire que ça peut être indifféremment un sommet de tel ou tel joueur. D'accord? Donc, si je sais, donc moi je me place tout le temps du point de vue de la première joueuse, hein, donc celle qui contrôle les ronds. Ben si je peux aller à un coup vers un sommet gagnant, ben j'en déduis quoi? J'en déduis que ce sommet-là, il est aussi gagnant et que la bonne manière de procéder, c'est d'aller justement vers le sommet dont je sais qu'il est déjà gagnant. De façon duale, si j'ai un sommet de mon adversaire, je vais pouvoir conclure que ce sommet-là, il est gagnant, si et seulement si toutes les options qui sont offertes à mon adversaire est d'aller vers un sommet dont je sais qu'il est déjà gagnant. Et par ailleurs, il y a des sommets qui sont trivialement gagnants, c'est les sommets qui sont finaux. D'accord? Parce qu'on a dit que gagner un jeu d'accessibilité, c'est voir un jour un sommet final. Ok. Bon, ben là, j'ai fait le plus dur. Ah non, mince. Ok. Donc là j'ai essentiellement fabriqué mon algo. Donc je vais construire une suite que je vais appeler attracteur. Donc au niveau 0, première étape, les seuls sommets dont je sais qu'ils sont trivialement gagnants, c'est les sommets finaux. Et maintenant, pour mon étape d'incrément, évidemment, les sommets qui étaient déjà gagnants restent gagnants. Et maintenant, je vais rajouter qui? Je vais rajouter les sommets contrôlés par Eve, tels que il existe V' qui est déjà repéré comme étant gagnant, avec la possibilité d'aller de V à V' en un seul coup. Donc ça, c'est en gros la règle 1. Union, les sommets du deuxième joueur, tels que pour tout V' atteignable depuis V, alors V' est déjà repéré comme étant gagnant. D'accord? Donc en gros, si ça représente mon graphe de jeu, que ici j'ai les sommets finaux, je vais construire de proche en proche des ensembles de plus en plus gros jusqu'à atteindre un objet limite. D'accord? Donc je suis en train de construire une suite croissante de sous-ensembles de sommets. D'accord? Donc ça marche bien parce que j'ai un nombre fini de sommets. Si j'avais un nombre dénombrable de sommets, je ferais une induction transignée et ça marcherait à peu près de la même façon. D'accord? Mais là, on va pas se prendre la tête, on va faire comme ça. Alors, là, c'est le moment où je dois faire monter les tableaux. Oui? Là, la raison pour laquelle on peut faire un peu tout, c'est parce qu'on est sûr qu'on n'a pas de sac. Si on avait un cul-de-sac, est-ce que ça nous embêterait? Non, mais en fait, si on a un cul-de-sac, en général, on dit un truc du type si on est bloqué, alors c'est le joueur qui est bloqué qui ne peut pas jouer. Enfin, le cul-de-sac, pour moi, c'est pas un problème. Il suffit juste de rajouter une autoboucle ou un sommet poubelle dans lequel on reste ad vitam aeternam. De toute façon, le but, c'est juste de passer une bonne fois pour toutes dans le sommet final, quoi. Donc, non, je me demandais si je pouvais faire bouger les deux en même temps, mais non. Ah, c'est bon. Ok. Donc maintenant, ce que je veux montrer, ce que
Évidemment, bon, c'est un théorème, mais il n'est pas très dur, hein. C'est que attracteur est de l'ensemble des sommets gagnants pour F. Là, je fais ce qu'on m'a appris en prépa il y a très longtemps et que j'avais oublié, c'est-à-dire qu'il faut que je coupe le tableau en deux, parce que sinon on va à la catastrophe. Ok. Donc pour faire ça, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prouve deux choses. Il faut que je prouve que pour tout élément dans attracteur, je peux construire une stratégie gagnante. Hein, donc je vais devoir la définir. Puis je vais devoir montrer que dans le complémentaire, évidemment, je peux construire une stratégie pour mon adversaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le rang d'un sommet. D'accord? Donc, le rang de V, on le définit comment? Je dis que c'est le plus petit i tel que V appartient à un attracteur de i. D'accord? Et si V n'appartient à aucun élément de la suite attracteur, ça vaut l'infini. Donc maintenant, ce qui est facile, c'est que ce qu'on a de façon assez immédiate, c'est que donc maintenant je prends quoi? Je prends V qui appartient à l'attracteur. D'accord? Donc j'appelle I le rang de V. Alors on a deux cas. Donc si V est un sommet qui est contrôlé par le premier joueur, alors il existe V' tel que rang de V' est strictement inférieur à rang de V, et on a un arc entre V et V'. En fait, en l'occurrence, c'est même pas c'est strictement inférieur, c'est qu'en fait c'est égal à rang de V-1. Et par contre, si le sommet il appartient à mon adversaire, ça veut dire par définition que pour tout V' tel que on a un arc de V vers V', on a rang de V' strictement inférieur à rang de V. D'accord? Donc là, c'est un vrai strict inférieur. Enfin, il y en a au moins un qui vaut moins 1, mais... Donc du coup, je vais définir une stratégie pour ma joueuse. On définit phi tel que on dit phi de V est égal à V' où rang de V' est inférieur à rang de V, et évidemment on va demander que ça soit un arc possible. D'accord? Donc la manière dont je définis ma stratégie, c'est juste faire décroître mon rang. D'accord? Et quand c'est à moi de jouer, ce petit lemme ici, qui est une conséquence directe de la manière dont j'avais défini l'attracteur, me dit qu'il existe un tel sommet. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc là j'ai défini ma stratégie, maintenant je vais vous montrer qu'elle est gagnante. Alors je vais vous montrer qu'elle est gagnante depuis un sommet qui appartient à l'attracteur. Donc depuis un sommet dont le rang est strictement, dont le rang n'est pas infini. Donc je vais faire quoi? Je prends soit lambda qui est conforme à phi. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder la suite des... Ce que je vais regarder, c'est la suite des rangs, d'accord? Donc lambda, je vais l'appeler, je l'appelle V0, V1, V2, etc. Et du coup, j'ai que rang de V0 est strictement supérieur à rang de V1, strictement supérieur à rang de V2, etc. Alors là, je vous ai un peu menti parce que ce truc-là n'est vrai que si V n'est pas un sommet final. D'accord? Je vais décroître jusqu'à ce que je sois final. Après, à la limite, on s'en fiche. Et donc, du coup, vu que j'ai une suite
ici qui est strictement décroissante, d'accord, jusqu'à éventuellement atteindre le sommet final, que c'est une suite d'entiers positifs, bah, tôt ou tard, elle tape 0. D'accord? Donc, il existe I tel que rang de VI est égal à 0, ce qui veut dire que VI est final, et donc ce qui veut dire que lambda est gagnante. Oui. Stratégie gagnante, je sais ce que c'était, mais sommet gagnant. Ah, pardon, un sommet gagnant, c'est un sommet depuis lequel il existe une stratégie qui est gagnante pour toutes les parties qui partent de cet endroit-là. C'est si je décide de partir de là, je vais gagner. Ouais, donc j'ai fait un truc un peu plus général que ce que je posais au départ, c'est que j'ai vraiment calculé l'ensemble des points pour lesquels j'ai une stratégie gagnante en supposant que je puisse partir de n'importe où. Gagnant, c'est gagnant pour elle. Oui, c'est toujours gagnant pour elle. Donc là, j'ai fait la moitié du boulot, hein, parce que j'ai montré que l'ensemble des positions... Effectivement, j'ai montré que l'attracteur est inclus dans l'ensemble des sommets gagnants. Évidemment, il faut que je montre la réciproque. Hein, donc maintenant, je vais prendre un sommet V qui n'appartient pas à l'attracteur. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de construire une stratégie, cette fois pour Adam. D'accord? Dans un sommet qui n'appartient pas... Oui. Dans le lambda qui est la partie, c'est ça? Ouais. On n'a pas les 0 qui est le coup du premier, j'ai un qui est le coup du deuxième. Si, mais j'ai pris NEM. Si je trouve le VI qui est l'adversaire, et que c'est ça qui est dans F, ça montre que j'ai perdu et pas que j'ai gagné. Non, parce que F, c'est rien que pour moi. Moi, je veux... Ouais. Oui, on a chacun nos sommets... Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai juste des sommets finaux et lui, il a des sommets interdits. Donc, un élément qui n'est pas dans l'attracteur, d'accord, il vérifie, par définition, ça veut dire que son rang est infini. Et puis, bah, il y a une version duale de cette petite propriété, hein, qui dit que quel que soit V, quel que soit X avec rang de X est égal à infini, on a deux cas de figure. Si X, il appartient à V0, alors quel que soit Y, si on a X, Y, donc si on peut aller de X à Y, alors on a que le rang de Y est également infini. Hein. Et puis, si notre sommet X, il est contrôlé par l'autre joueur, alors il existe Y tel que le rang de Y est infini, et on peut aller de X à Y. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment la définition de mon attracteur. Sinon, X serait dans l'attracteur. X pourrait aller vers un sommet de rang positif, enfin de rang non infini, et donc il serait lui-même dans l'attracteur. Et donc, du coup, je vais définir la stratégie psi. D'accord? Cette fois, c'est une stratégie pour l'adversaire. Donc, l'adversaire, je l'appelle Adam. Et cette stratégie, elle est définie comment? Ben, quand j'ai une partie psi de V0 jusqu'à Vk, je vais choisir la valeur Vk plus 1 avec rang de Vk plus 1 qui est infini. D'accord? C'est la manière dont je vais définir ma stratégie. D'accord? Ici, je l'ai... c'est des stratégies qui ne dépendent pas du passé. D'accord? Ici, j'ai fait un petit abus, hein, je l'ai défini comme étant uniquement dépendant de la position, alors que là, je viens de la définir comme étant entièrement dépendant de la suite, mais évidemment, vous pouvez oublier ce truc-là. Et donc, même chose, hein, je prends lambda, cette fois une partie conforme avec psi, donc là, je me place du point de vue de l'autre joueur, hein, et qui débute en V0 qui n'appartient pas à l'attracteur. Donc si lambda, je l'écris V0, V1, V2, etc., et par une induction immédiate, je dis que pour tout i, j'ai le rang de VI qui est infini. D'accord? Donc dit autrement, ma partie ne va jamais dans grand F. Ce qui veut dire que VI n'appartient pas à F, et donc ce qui veut dire que lambda
et gagnante pour Adam. Donc là j'ai entièrement caractérisé mon problème, hein, puisque sur l'ensemble attracteur, j'ai montré que j'avais une stratégie pour le premier joueur. Ils se sont complémentaires, j'ai prouvé que j'avais une stratégie pour le deuxième joueur. D'accord, donc j'ai clairement aussi prouvé qu'il y a toujours un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante dans ces jeux-là. Ok. Alors je vais essayer de vous faire Buchy. Parce que ça, c'est rien d'autre qu'une version un peu plus formelle de ce qu'on a fait ce matin sur la tablette de chocolat. Le cas des jeux de Buchy. Oui. Quand est-ce que j'ai montré quoi? Ben, je t'ai montré que pour un sous-ensemble, il y avait le premier joueur qui avait une stratégie gagnante, et je t'ai montré que pour le complémentaire de ce sous-ensemble, c'était l'autre joueur qui avait une stratégie gagnante. Ouais, parce que pour le deuxième sens, effectivement, j'ai construit une stratégie du deuxième joueur, et j'ai montré que toute partie, donc sous-entendu, quelle que soit la stratégie de Eve, bah, là, ça va être réglé, quoi. Alors, cette fois, si je veux faire les jeux, donc les jeux de Buchy, c'est quoi? C'est un peu la même chose, là. Donc, ce que je dessine comme ça, c'est l'ensemble de mon espace de configuration. Et puis ici, j'ai des états finaux. Et pour gagner dans un jeu de Buchy, ça veut dire que infiniment souvent, on va repasser dans un état final. Alors, moralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour je suis dans un état final, il va falloir que peut-être qu'on va se balader, donc je vais pouvoir revenir dans un état final, et puis qu'après, je vais pouvoir revenir dans un état final, etc., etc. Donc ça veut dire que dans mes états finaux, il y en a des plus ou moins bien. Il y a des états finaux où quand on est dedans, bah, ouais, ok, on tape une fois, mais après on ne peut plus jamais revenir à un état final. Il y a ceux où on va pouvoir revenir une fois, mais pas deux. 3, 4, et puis il y en a où on va pouvoir revenir éternellement. D'accord? Donc, tout à l'heure, je construisais un plus petit point fixe. Là, je vais regarder le plus grand point fixe. Hein, donc, je vais aller manger des morceaux de mes états finaux. Je vais en enlever, qui sont de moins en moins bons. Puis, à un moment, je vais avoir un petit noyau cœur, qui sont les états finaux, qui sont vraiment chouettes, parce que ceux-là, je vais pouvoir m'assurer que je vais tout le temps revenir dans ce cœur-là. Et ce qu'il me faut, c'est un jour être capable d'atteindre un état comme ça. Donc, moralement, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mes états finaux là. Hop. Je vais en exhiber un sous-ensemble qui me permet de tout le temps revenir. Et ce qui va m'intéresser, je ne l'ai pas bien dessiné, ça va plutôt avoir une tête comme ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'ensemble des sommets où je peux un jour venir voir un état comme ça. Donc je vais essayer d'aller, je vais dire, mon objectif c'est d'aller un jour dans l'endroit où derrière je vais tout le temps pouvoir revenir dans ma zone qui est bonne. De quoi? Ouais, en quelque sorte, ouais. Alors, je vais juste essayer de trouver mes notes pour pas écrire trop de bêtises. Donc, ce que je vais construire,
Donc cette fois, je vais faire une sous-suite décroissante. D'accord? Les états finaux magiques. D'accord? Donc au début, il y a tout le monde. Et donc ce qui m'intéresse, à l'étape i plus 1, c'est de prendre... Alors j'ai même un petit plus, je vais dire ce que c'est après. Donc je dis quoi? Ce qui m'intéresse, c'est les états finaux depuis lesquels je peux aller taper l'ensemble précédent. D'accord? Et le seul truc, c'est que dans ma définition de l'attracteur, tout à l'heure, quand je suis déjà dedans, dès le début, j'ai gagné. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit plus. Ça veut juste dire qu'il faut faire au moins un pas de calcul. D'accord? Donc c'est essentiellement la même définition que le truc que j'ai construit tout à l'heure, sauf que je demande qu'il y ait un pas de plus. D'accord? Hein, donc ça revient juste à construire ma suite des attracteurs en disant qu'à l'étape 0, c'est les sommets depuis lesquels, alors, au moins un coup, je peux aller, au coup d'après, pardon, je peux aller dans un état final. Ouais, c'est ça. Je commence un peu plus tard. Donc la suite des ZI, elle est décroissante. Donc elle a une limite. J'appelle ça l'infini. Et maintenant, je note W. C'est l'attracteur, pour le coup, au sens classique, au sens de tout à l'heure, de Z infini. D'accord? Donc, hein, c'est ce qu'on a dit. Ici, j'ai mon petit ensemble, celui que j'ai appelé Z infini, qui se trouve être des sommets finaux. D'accord? Depuis ces endroits-là, je sais que je vais tout le temps pouvoir revenir dans l'ensemble jaune. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir arriver au moins une fois dans l'ensemble jaune, et après c'est bon, je suis tranquille, je vais pouvoir survivre. Oui. Est-ce que c'est vraiment évident? Ouais, je peux faire ça. Là, c'est évident. Ah non, je pensais, si tu invertis les deux, c'est encore la même chose. Non, mais je pense que c'est... Les deux... non, mais non, pardon, il faut que je reste final. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais rien. Comme ça, on est tranquille. Non, j'avais mis un F. Ah oui, pardon. Du coup, là, on est sûr qu'elle est décroissante. Donc... On est dans F parce qu'au début, on est parti de F. Ouais. Bon, il me reste 2 minutes pour faire la preuve. Alors, comment est-ce que je ferais la preuve, si je faisais vraiment la preuve? Donc déjà, on a ce truc-là. La limite Z oméga et Z infini est son propre attracteur plus. D'accord? Ça, c'est vraiment parce qu'on est sur la limite de cette suite. Donc ça vient avec quoi? Ça vient avec, je me passe du point de vue de Eve, ça vient avec une stratégie que je vais appeler phi 1. D'accord? La stratégie phi 1, quand je la respecte, quoi que fasse mon adversaire, tôt ou tard, je reviens dans Z infini. Par ailleurs, j'ai dit que W, c'était l'attracteur de Z infini. D'accord? Donc c'est les sommets depuis lesquels, sommets finaux ou pas finaux, hein, mais c'est les sommets depuis lesquels Eve a une stratégie pour tôt ou tard lui garantir qu'elle arrive dans Z infini. Donc ça vient avec quoi? Vu comme un jeu, à chaque fois je vois ça comme des jeux d'accessibilité, hein, atteindre Z infini, et là, revenir dans Z infini. Donc j'ai 2 stratégies comme ça, phi 1, phi 2. Donc maintenant, je définis une stratégie phi pour Eve. C'est quoi cette stratégie? Et j'ai oublié de dire, ces stratégies, elles ne dépendent que du sommet courant. D'accord? Parce que c'est des jeux d'attractivité, d'accessibilité, et tout à l'heure, on a vu qu'on n'avait pas besoin de se rappeler du passé. Donc, je définis une stratégie phi pour Eve. Alors, si je suis dans un sommet de Z infini, je vais regarder ce que me dit ma stratégie phi 1. Sinon,
je regarde ce que me dit ma stratégie Phi2. Comme ça, mon truc, il est bien défini. D'accord? J'ai vraiment une stratégie qui est bien positionnée. Le truc est clair, c'est que quand je prends un sommet de Z infini, quand je sors de Z infini, que ce soit moi ou mon adversaire, ça m'amène toujours dans W. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, depuis Z infini, je suis certain de pouvoir revenir dans Z infini. Donc, soit c'est mon adversaire qui m'a fait partir, mais j'ai la capacité à revenir. Donc, en particulier, je suis dans l'attracteur de Z infini. Donc, je suis dans W. Soit c'est à moi de jouer, auquel cas j'ai joué un premier coup qui allait me garantir que j'allais pouvoir revenir. Pour la même raison, je suis dans l'attracteur de Z infini. Et bon, quand je suis dehors, je suis dehors. Okay. Donc maintenant, si je regarde une partie, si je veux faire la preuve proprement, je vais regarder une partie lambda où je respecte cette stratégie, V0, V1, V2, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, donc je suppose que je suis dans W. Donc au début, il y a tout un préfixe comme ça où je vais suivre ma stratégie Phi2. Donc suivre ma stratégie Phi2, c'est me garantir en temps fini que je vais atteindre Z infini. Donc ici, j'arrive dans Z infini, AVI. Ici, je suis un coup qui m'est donné par Phi1. Donc du coup, je reviens dans W. Et là, rebelote. Il y a un petit segment où je suis Phi2, et là, je reviens à nouveau dans un infini, etc., ad vitam aeternam. Et vu que Z infini, c'est un sous-ensemble de grand F, ben j'ai effectivement une partie où je vais infiniment souvent dans l'ensemble grand F. Donc là, j'ai prouvé quoi? J'ai prouvé que la stratégie Phi, c'est une stratégie gagnante pour la première joueuse, quel que soit le sommet de départ, si tant est qu'il était dans W. Maintenant, ce qui reste à faire, si je veux terminer le job, effectivement, c'est de construire une stratégie pour mon deuxième joueur. D'accord? Donc il faut que je sois capable de montrer que sur le complémentaire, je vais pouvoir avoir une stratégie gagnante pour le deuxième joueur. Donc ça je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps. Mais moralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour tous les sommets finaux qui ne sont pas dans Z infini, je vais avoir un rang qui est la dernière valeur de la suite ZI dans laquelle il était. Et ce qui va se passer, c'est que je vais construire une stratégie pour l'adversaire qui va assurer qu'on ne revoit plus jamais un sommet de ce rang-là. Donc ces rangs-là, ils vont strictement décroître, et donc au bout d'un moment, je vais carrément sortir ad vitam aeternam des sommets finaux. Donc voilà.